tous. Voilà, bienvenue à la médiathèque de Bourges. Donc, ce soir, je suis ravie d'accueillir Olivier Afonso, donc, qui est l'auteur de la bande dessinée Les Portugais, donc, édité aux Arènes. Et donc, on accueille Olivier Afonso également dans le cadre de l'exposition qui a lieu en ce moment à la médiathèque de Bourges, que je vous invite à visiter si vous le souhaitez. Donc, qui parle à la fois de BD et de migration, et qui explique comment le support bande dessinée est devenu indispensable, enfin vraiment un support privilégié pour parler de l'immigration, que ce soit des auteurs ou autrices qui témoignent, ou aussi des auteurs de bande dessinée qui ont fait le choix de donner la parole aux migrants, voilà, donc des actes un petit peu militants. Et voilà. Et donc ce soir, on accueille Olivier Afonso pour cette bande dessinée. Mais d'abord, je vais vous laisser peut-être vous présenter. Oui, donc je suis Olivier Afonso. C'est pas du tout mon métier à la base. Moi, je travaille surtout pour le cinéma. Je fais des effets spéciaux de cinéma. Je suis réalisateur. Et en fait, à la base, cette histoire, je sais pas, je fais pas la genèse de ma vie. Je vais pas tout raconter. Enfin non, à la base, cette histoire, ça devait être un film. En fait, j'avais écrit un scénario pour un film, et puis je me suis vite rendu compte que, même pas tout seul, avec les producteurs, que ça allait coûter très très cher. Et donc, un peu triste, je l'ai rangé dans un tiroir. Et un jour, j'ai croisé le chemin d'un garçon qui s'appelle Aurélien Ottenwalter, qui se fait surnommer Chico. Et on parlait, et puis je lui ai dit, mais ça te dirait pas qu'on fasse une BD? Il me dit, ouais, mais j'ai pas d'histoire. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, moi j'en ai une histoire. Et ce scénario, en fait, je l'ai transformé en scénario de bande dessinée. Et voilà, il y a eu cette création de BD. Et comme plein de choses que je fais dans la vie, en fait, c'est par hasard que je suis arrivé à la bande dessinée. Alors moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. C'est quelque chose qui m'a permis de lire des livres, parce qu'au début, c'est assez difficile. Surtout que c'est pas ma langue maternelle à la base, le français. Ça l'est devenu avec le temps. Mais, euh, mais voilà, ouais, le BD, c'est un hasard, un heureux hasard. Et voilà. Et je trouve que la BD, ce qui est très chouette avec une bande dessinée, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que l'imagination, on peut imaginer n'importe quoi, on peut le dessiner et tout de suite on le rend visuel. Et pour moi, c'était important que cette histoire soit visuelle. Tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas bien lire et écrire, et donc c'était important qu'ils comprennent, et, rien qu'à part les images. Et aussi parce que moi, quand j'étais petit, je voyais tout ce que j'entendais, je le voyais en images. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à le retranscrire en images. Comme je peux pas faire un film, j'ai fait une BD. Et aujourd'hui, je suis en discussion peut-être d'en faire un film. Ah d'accord. Ah bah, super. Donc en fait, justement, la genèse de la BD, on l'a évoqué. Mais pourquoi pourquoi avoir envie de raconter cette histoire? Alors, effectivement, en BD, parce que ça se rapproche un peu du storyboard, je suppose, du cinéma. Je suppose que. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'Aurélien, alors Ottenwalter, voilà, travaillait aussi pour le cinéma. Ouais. Enfin. Et il a été décorateur, c'est ça. Hein. Et puis, et il fait des storyboards, notamment pour Arte et puis pour des films d'animation. Ouais. Donc, est-ce que vous avez conçu cette bande dessinée un peu comme... Enfin, est-ce que ça vous a aidé déjà pour faire le découpage, le séquençage? Ouais. Alors, il y a plein de questions. Ouais, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens d'origine portugaise, mais je sais que on a beaucoup de mal à entendre des histoires de cette période, que ce soit mes oncles, mes parents, ou même des gens que j'ai rencontrés avec toutes ces présentations de BD, etc. J'ai eu les gens ont une certaine pudeur, ils veulent pas forcément raconter les histoires. Parce que moi, mon père, ce qu'il me dit souvent, c'est oh, ça va intéresser qui? Et puis c'était une autre époque, etc. C'est pas de la honte, hein, pas du tout de la honte, c'est une pudeur, c'est-à-dire que c'était une autre époque, etc. Donc j'ai toujours eu du mal à entendre des histoires.
Et je me suis. En fait, j'ai fait un travail de mémoire, j'ai essayé de me rappeler ce que j'entendais, parce que les hommes étaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et comme j'étais un garçon, bah, j'étais avec les hommes. Donc moi j'étais petit, je faisais semblant de faire des trucs et je les écoutais et raconter leurs histoires qui les faisaient rigoler. Et comme je suis aussi bien à l'aise en portugais qu'en français, bah, ils pouvaient parler les deux langues, je comprenais. Donc j'ai essayé de me rappeler de tout ça, et je me suis dit, égoïstement, je me suis dit qu'il faudrait quand même qu'un jour on garde ça pour que je puisse le raconter à mes fils. Et, euh, et de là, je me suis dit, ouais, mais en même temps, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, je vais essayer de me rappeler de tout ça. Et quand. Et à un moment, quand ça bloquait, parce qu'il y avait des trous dans toutes ces histoires, j'ai utilisé mes fils pour faire parler mes parents et pour faire parler mes oncles et mes tantes. C'est-à-dire que en repas de famille, je me souvenais d'anecdotes et je disais à mon père, je disais, ouais, tu te rappelles de ça, etc. Il fait, oh, tu sais. Et je disais à mes fils, demande à papy ce qui s'est passé. Et alors là, mon père commençait à parler. Et puis c'est marrant parce que autant il veut pas parler, mais quand il commence à parler, bah là on l'arrête plus. Alors et là, j'essayais de prendre des notes, j'essayais de m'en rappeler, j'essayais de l'enregistrer, mais s'il me voyait, il s'arrêtait. Et tout ça parce que, encore une fois, c'est du passé. C'est du passé, et c'était une autre époque. Parce que je pense qu'il y a aussi, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas forcément très agréables, mais qu'ils n'avaient pas spécialement envie de reparler. Mais le fait de passer par quelque chose, on va dire, de cette transmission à mes fils, et puis surtout, c'est des histoires qui se racontaient toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de positivité. Et c'est aussi pour ça que, en fait, ça m'est venu comme une évidence qu'il fallait que, avec toutes ces anecdotes, j'invente une histoire, et que ça soit pas l'histoire d'une personne ou deux, mais de l'histoire un peu de tout le monde, de toutes les personnes que j'ai entendues, et surtout euh, raconter comme une aventure, comme toujours avec quelque chose avec de l'humour, de positif, etc., etc. Parce que c'est comme ça que je les recevais, moi, ces histoires. Donc c'est venu comme ça. Et après, avec Aurélien, évidemment, comme on est tous les deux fans de cinéma et qu'on vient du cinéma, on s'est inspiré énormément de choses, notamment du western, tout ce qui est western. C'est pour ça que cette couverture. Et parce que moi, c'est les films qu'adorent mes parents. Mes parents, ils adorent les westerns, et que j'en ai vu beaucoup étant petit. Et quand ils me racontaient ces histoires, j'ai l'impression vraiment de vivre un western. C'est-à-dire que c'est des gens qui partaient, qui arrivaient, qui étaient, je vais être gentil, plus ou moins parqués dans des lieux. Et il y avait un truc étonnant, quoi, dans tout ça, et je voyais des images comme un film, en fait. Pour moi, c'était un film. Et donc j'ai voulu retrouver cette sensation de film avec des visions plus panoramiques, un montage, des images très rythmées, comme on créerait un storyboard de cinéma. Voilà. Et la couleur était aussi importante. C'est une coloriste qui s'appelle Émilie Rouge, euh, qui, euh, qui a essayé de retrouver cette nostalgie même dans les couleurs, dans ce que je lui décrivais, dans la sensation que j'avais quand on me racontait ces histoires. Parce que j'avais des sensations de couleurs. Et c'est rigolo parce que y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et me disent, mais c'était exactement ça les couleurs. Et j'ai dit, bah, je sais même pas comment j'ai fait, mais ok, parce que toutes les photos que j'ai vues, elles sont en noir et blanc. Il y a très peu de photos, et c'est en noir et blanc. Notamment au niveau des bidonvilles, etc. Il y a très peu de photos en couleur. Ouais. Et ce dont je me rappelais le plus, c'était que c'était tout ce que j'entendais. Par contre, ça c'est difficile parce que j'ai entendu très peu d'histoires dans les bidonvilles. Mais ce dont je me rappelais, c'était ça, c'était cette boue. Il me racontait beaucoup cette boue, les rats et les draps blancs. C'était le truc qui revenait tout le temps. Les draps blancs, la boue et les rats. Et j'étais là. Ah. Mais j'ai pas voulu partir dans quelque chose de triste ou larmoyant. Au contraire, j'ai voulu quelque chose de positif parce que c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que je le vis encore aujourd'hui. Cette idée de se construire et d'aller de l'avant et d'avancer. C'est ce que mes parents m'ont transmis. Ouais, c'est votre héritage. Voilà. Super. Oui, alors j'ai appris un mot. Je ne connaissais pas du tout, et je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Assalto, c'est ça? Usalto. Osalto. Usalto. En fait, c'est quand les hommes refusaient d'être enrôlés dans l'armée. Ouais. Et en fait, ils faisaient ce qu'on appelle Usalto. C'est le saut, en fait. Ils s'en allaient, quoi.
Il s'en allait, il fuyait la guerre, il fuyait. C'est ce qu'a fait mon père. D'accord. Parce que c'était les guerres des colonies. Et ses frères, il avait 5 frères. Ils sont tous partis. Et il y en a qui sont revenus blessés psychologiquement, beaucoup psychologiquement. Et sa mère lui a dit, toi, tu vas pas, tu t'en vas. C'est sa mère qui lui a demandé de partir. Comme ma mère aussi, c'est sa mère qui lui a demandé de partir. Et en fait, mes 2 parents sont les plus jeunes d'une famille de beaucoup d'enfants. Voilà, donc ils faisaient au Salt. Au Salt. Voilà. Donc en fait, ils traversaient l'Espagne. J'ai perdu un peu de mon portugais, je le prononce pas super bien. C'est ça, hein. Je le prononce bien. Bon, c'est... Au Salto. Oui, alors... Alors, juste une petite chose super importante, c'est que l'idée, c'était pas de donner un cours d'histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter la petite histoire dans la grande. Et c'est mon dessinateur, Aurélien, qui un jour m'a dit « Ouais, mais t'es marrant, mais moi, j'y connais rien à l'histoire portugaise. Et je pense qu'il y a des gens comme moi qui aimeraient en savoir un peu plus. Donc, c'est pour ça que c'est son idée. Donc, grâce à lui, et ça a plu à beaucoup de gens, c'est lui qui est venu avec cette idée de mettre des moments où il y a des vignettes qui racontent l'histoire, qui racontent l'histoire du Portugal, ce qui se passait au Portugal. Alors... Pardon. Excusez-moi. Faire rapidement votre choix et de vous diriger vers le rez-de-chaussée. Voilà, pardon. Visiblement, vous avez fait le choix de rester. Oui, j'ai fait le choix de rester. Oui, c'est pas forcément celle-ci, mais il y avait des moments d'histoire qui racontaient ce qui se passait au Portugal, notamment au moment de la révolution des œillets, etc. Mais l'idée, c'était de ne pas être trop lourd, parce que je pense que notre envie, c'était de donner envie aux gens, de s'y intéresser. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est pas très connue en France. Non. Pourtant, ça fait partie de l'histoire française. Non. L'immigration portugaise, c'est aussi l'histoire française, et c'est mes éditeurs de chez les arènes qui m'ont dit, mais c'est l'histoire de la France aussi, quoi. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont lu la BD et qui sont partis s'intéresser à ce qui s'était passé au Portugal, notamment avec le dictateur Salazar, ce qui s'était passé, pourquoi la révolution des œillets, pourquoi on l'appelait comme ça. C'était l'anniversaire, je crois, l'année dernière. Ouais. Oui, c'est ça, le 25 avril, l'anniversaire l'année dernière. Donc tout ça a été hyper intéressant. Et moi, mon idée, c'est que je voulais pas être lourd là-dedans. Je voulais que ça reste humain. Ouais. Et qu'on ne soit pas répulsif. Parce qu'il y a énormément de gens... Déjà, la BD, c'est bien parce que c'est une invitation, beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Je sais que mes parents qui lisent pas du tout l'ont lu. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'ils ont mis du temps à la lire, mais ça leur a plu, donc j'étais content. Et voilà, l'idée c'était de ça. C'est une invitation. Cette bande dessinée, c'est une invitation à ouvrir des discussions. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont venus me voir et qui m'ont raconté leur histoire déjà. Et surtout, que ça leur a permis de discuter avec leur famille. D'accord. Et il y a un député un jour, je ne me rappelle plus de son nom, qui est venu me voir, un député portugais qui m'a dit que c'était, pour lui, ça a été comme un miroir. Un miroir. Et franchement, moi, je croyais juste faire une BD et je me suis retrouvé dans des trucs où je suis devenu un miroir. Je me suis dit, waouh, la classe, quoi. Super bien. Mais justement, je voulais vous poser, j'en profite, parce que je suppose que vous avez fait des recherches. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que des anecdotes familiales, je suppose qu'il y a eu aussi des recherches historiques. Est-ce que vous avez rencontré des gens en particulier ? Alors, moi, le but du jeu, c'était de pas... J'avais beaucoup de problèmes au début. Je voulais pas... j'avais l'impression de voler l'histoire des gens. Ah ouais. Et ça me gênait. Surtout que moi, en fin de compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous. Il y a quand même un syndrome de l'imposteur, un peu. Parce que c'est pas moi qui ai vécu ça. Moi, je suis juste là pour raconter. Donc j'étais très mal à l'aise avec ça, et c'est pour ça que j'ai voulu inventer une histoire avec toutes les histoires que j'ai entendues, pour pas que ça soit une personne en particulier. Et je voulais pas non plus que ça soit le jeu des 7 familles, quoi, c'est-à-dire non pas 7 familles, des 7 erreurs, c'est-à-dire que moi, à commencer par mes parents, je savais très bien qu'ils allaient me dire « Ah, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est moi, c'est pas moi ». J'étais là, voilà. Et comme ça, je me suis dit c'est personne et tout le monde en même temps. Ouais, et j'ai essayé. Alors, visiblement, j'ai la chance, je crois qu'on a tapé juste avec Aurélien, c'est que visiblement, ça parle à beaucoup plus de personnes. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je dis, ah ouais, et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils me racontent,
Et je lui ai dit, oui, mais là, ce que vous me racontez, c'est l'histoire de vos parents. Et c'est normal que ça se passe pas de la même façon avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit, non, mais moi, mes parents, ils sont pas arrivés comme ça, ils sont arrivés en train. Je dis, bah oui, il y en a qui arrivent en train. Par exemple, pour l'anecdote, c'est pas mon père qui est arrivé en voiture, dans le coffre d'une voiture, mais c'est mon oncle. Et ce que je voulais, c'était justement mélanger tout ça pour raconter. À tel point que ce que je racontais tout à l'heure, c'est que même mon père, des fois, il se trompe dans son histoire. Et il y a des gens qui lui posent des questions. Et il dit oui, oui, c'était comme ça. Et je sais très bien que c'est pas ça sa vraie histoire. Et il le fait, mais je pense qu'il le fait aussi par amour pour son fils. Donc moi, pour pas qu'on me traite de menteur, il dit, je vais lui dire que c'est vrai, comme ça ils vont pas dire que mon fils est un menteur. Mais c'est rigolo, parce que moi je sais précisément où j'ai pris tout ça, et je sais précisément ce que j'ai inventé. C'est pour ça que je dis souvent que c'est l'histoire d'un père et l'imagination d'un fils. Et c'est le mélange de ça en fait. Et votre père, il est passé par quel parcours s'il n'est pas passé par Bah, c'est exactement la même chose, hein, sauf que en fait, ce qu'il a fait, c'est il a failli se noyer en bateau en traversant le Portugal et la France. Pourtant, c'est juste qu'il ne sait pas nager. Hein. Et il a traversé. Après, il a fait un parcours en voiture. Après, il a pris le train. Et il est arrivé. Je ne veux pas dire de bêtises, je me demande s'il n'arrive pas arrivé à Austerlitz. Mais voilà, je crois, je sais plus. Et après, très vite, on l'a emmené en banlieue parisienne où on l'a mis dans un bidonville. Dans un bidonville. Voilà. Et il a travaillé pour un. Par contre, ça c'est totalement vrai. Il a vraiment travaillé avec un monsieur qui lui a tâté les muscles et regardé les dents. Et quand le jour où il m'a raconté ça, mon père, je lui ai dit, mais c'est bizarre, tu te rends compte de ce que c'est? Ça me rappelle des choses horribles et tout. Il me fait, bah non, il voulait voir juste si j'étais en bonne santé. J'ai dit, ouais, c'est bizarre quand même. Et après coup, il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'était bizarre. C'était bizarre. Et oui, c'est. D'ailleurs, c'est une scène qui a beaucoup dérangé la maison d'édition, qui m'a dit, c'est dur et tout. Je dis, bah ouais, mais pour moi, c'est ce qu'on m'a raconté, et c'est important de le raconter, quoi. C'est ça, c'est clairement ça. Ouais. Complètement. Clairement ça. C'était la guerre des colonies en même temps. Ouais. Il y a le lien qui se fait aussi. Quoi. Et mon père, en fait, il y avait des voisins qui avaient des chevaux, et lui, il me disait, mais on dirait, il faisait pareil avec les chevaux pour voir s'ils étaient en bonne santé. Et sur le coup, il m'a dit, aujourd'hui, bien sûr, il n'est pas idiot, il a compris tout ça, ce à quoi ça fait allusion et tout. Et il m'a dit que sur le moment, il s'est dit, bah oui, de toute façon, on fait bien ça avec les chevaux pour voir s'ils sont en bonne santé, donc il voulait voir. Tout ça. Et toute ma vie, en fait, il y a quelque chose qui m'a vachement marqué quand j'étais petit. C'est que mon père est très musclé. Il est très musclé, c'est une masse. Et les gens, à chaque fois, lui tâtaient les muscles. Comme on flatte un animal. Et moi, quand j'étais petit, je trouvais ça choquant. Je me dis, mais c'est bizarre de faire ça aux gens, quoi. Taper dans le doigt, c'est un bon gars, etc. Alors, ce truc qui peut paraître gentil, ça ramène quand même un petit truc un peu bizarre, quoi. Et donc, je me suis dit, c'était quand même important de le raconter, quoi. Regarder les dents, c'est des choses qu'on fait encore pour quand t'es jeune et quand on sait pas l'âge. Oui, Ouais. c'est vrai. Des jeunes migrants, Mhm. ouais, ça perdure. C'est terrible. Hein. Ouais. Et juste, oui, par rapport, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que ça a permis de libérer la parole? Parce que c'est vrai que, souvent, notamment, on a quelqu'un qui est Hmong, et le fait d'avoir participé à l'exposition, ça a libéré la parole dans sa famille, où vraiment cette histoire est complètement tue, personne n'en parle. Et peut-être que justement, quand on pose des questions, quand on va titiller un petit peu, gentiment, hein, mais je sais que ça a libéré la parole et qu'il a appris plein de choses. Et est-ce que ça s'est passé aussi pour vous? Alors c'est pareil, ça me gêne un peu de le dire, mais on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit non, parce que ça a un côté, genre j'ai fait quelque chose d'important, mais non, à la base j'ai fait une BD. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'a souvent dit, même des gens qui sont pas du tout d'origine portugaise. J'ai des copains qui sont polonais, qui ont offert la BD à leurs parents, j'ai des copains italiens, espagnols, et même africains, qui m'ont dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose de commun là-dedans, et ça permet de discuter, ouais. Et parce qu'encore une fois, il y a un outil.
Il y a quelque chose Il y a une médiation, ouais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte moi-même. En fait, mon outil, c'était mes enfants. C'est-à-dire que je me suis servi d'eux pour discuter. Et peut-être que certaines personnes se sont servies de cette BD pour en discuter. Ouais. Et moi, c'est juste... Et encore une fois, c'était juste l'idée que ça se perde pas. Parce que c'est oral, toutes ces histoires, on les entend. Et depuis, j'ai croisé plein de gens qui ont décidé d'écrire les mémoires de leurs parents, de les enregistrer, de les filmer. Parce qu'il y a énormément d'histoires hyper belles, hyper touchantes, hyper riches, voire, mais aussi hyper tristes. J'ai commencé à travailler sur une autre histoire qui concerne plus une femme pendant cette période. Parce que... un jour, une dame m'a raconté son histoire et j'ai trouvé ça dingue. Et elle m'a dit, faut que vous la racontiez. Et j'essaye d'en faire quelque chose. C'est pas facile parce que c'est son histoire. Donc je lui ai dit, ok, mais je vais essayer d'en faire une. Ouais. Et ouais, moi je pense que, mais n'importe quel livre, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça invite. Ça invite. Ça invite, même quand on lit un livre et qu'on veut le partager, qu'on en discute, ça invite à la discussion. Ouais, Et si en plus ça peut permettre aux gens de parler, de discuter, de même de comparer, parce que moi je trouve ça très bien aussi que les gens disent ah bah moi c'était pas du tout comme ça, bah alors ok, bah raconte-nous. Mm. Et ça c'est chouette quoi, je trouve qu'il y a un truc très, très agréable là-dessus. Ouais, moi, je trouve aussi. Ah oui, alors j'ai noté des petites choses dans la BD. Ce qu'on retient, mais c'est souvent la solidarité en fait qui existait dans les bidonvilles. Et j'ai même, enfin j'ai écouté pas mal de choses. C'est vrai que c'est une histoire que je connaissais pas. Enfin, pourtant, j'habitais pas très loin. Et ils expliquaient qu'en fait, cette solidarité qui existait entre les Portugais dans le bidonville, finalement, lorsqu'on a voulu leur proposer des HLM, etc., il y en a certains qui refusaient parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne parlaient pas la langue, parce que... et donc, ils avaient peur d'être séparés, quoi. Je ne sais pas si vous avez eu des histoires... En fait, c'est pareil. C'est-à-dire que l'exemple moi, que je donne souvent, c'est quand on va à l'étranger ouais, et qu'on entend parler français, il y a notre oreille qui tilte, Mm. même dans un brouhaha impossible, on entend. Donc on est attiré par les gens qui ont la même culture, etc. Juste parce que c'est rassurant. Il y a quelque chose de rassurant. Ouais. Et même quand on est en vacances, c'est quand même fou parce qu'on est en vacances pour découvrir d'autres choses, etc. Et on a cette sorte d'instinct d'aller vers des personnes qui nous... Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Ouais, Et donc quand on arrive dans un pays où on n'a rien, on a tout perdu parce qu'ils sont partis, il y en a plein qui sont partis comme ça, et ben forcément on se serre les coudes, on est solidaire et on n'a pas forcément le temps d'apprendre à parler correctement la langue et parler entre soi, rester entre soi, c'est réconfortant. Et c'est vrai qu'au moment où il y a eu les destructions des bidonvilles, parce qu'il y avait plein de raisons, notamment les raisons à invoquer, c'était souvent des raisons sanitaires. Ouais. Après, il y a eu des raisons politiques, parce qu'au bout d'un moment, quand il y avait eu la dictature, on a dit tous ces gens-là, on va les renvoyer chez eux, quoi. Enfin, il y a plein de... Moi, je suis pas assez doué dans le domaine pour en discuter, mais je pense que vous pouvez trouver des trucs sur le net qui les expliquent assez bien. Et en fait, c'est sûr que quand le changement, ça fait peur, quelle que soit la nationalité. Et je peux comprendre que oui, il y a eu... Et c'est vrai que moi j'ai une famille, mais les Portugais... alors, moi, je parle des Portugais, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres nationalités. Mais c'est des gens qui sont très soudés, qui sont très familles, qui ont été... D'ailleurs, moi, je taquinais beaucoup mes cousins et mes cousines à dire vous allez tout le temps au Portugal, vous mangez tout le temps au portugais, vous faites tout le temps... Et je les chambrais là-dessus, parce que moi, au contraire, moi, je voulais aller voir d'autres choses, je voulais visiter d'autres pays. Et je pense que aussi, ça leur plaît, l'idée leur plaît de visiter d'autres pays. Mais il y a ce truc quand même super réconfortant. Et moi-même, j'y vais pas souvent parce que j'ai épousé une Française et que voilà, on a un mélange de culture qui fait qu'on veut visiter d'autres choses. Mais quand je retourne au Portugal, il y a un truc bizarre qui se passe, quoi. C'est-à-dire que l'oreille qui capte des sons, qui sent des odeurs, il y a tous les sens en alerte. Ouais. Et ce mot incroyable qui est la nostalgie, saudade, en portugais, moi je sais même pas comment le traduire, quoi. Saudade, comment on pourrait traduire ça? Il n'y a même pas de mot, quoi.
C'est comme le feeling en anglais, il n'y a pas de mot, quoi. Saudade, c'est ce que je ressens, moi, quand je vais là-bas. C'est-à-dire que... Et je comprends que des gens, quand étant en France, on leur dit maintenant, vous partez, bah, ils disent, bah non, pourquoi moi, mes parents ont fait le choix de rester en France, alors qu'ils auraient pu retourner au Portugal, etc. Parce que mon père m'a dit, mais nous, notre vie, maintenant, c'était là, quoi. Ouais. Et voilà. Mais c'est des choix difficiles, et je pense que, en fait, c'est amusant, parce que même des Bretons ont cette sensation, quoi. Moi, j'ai des copains, ils sont pas français, ils sont bretons. Et Ouais. donc, si ça fonctionne même... voilà. Mais encore une fois, ce n'est qu'un point de vue de ce que je ressens par rapport aux gens que je rencontre. Et en fait, ce livre m'a permis de rencontrer énormément de gens. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on était tous pareils, quoi. Et justement, la BD a été traduite en portugais. Ouais. Hein? Alors ça s'est fait très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une maison d'édition au Portugal qui a dit bah non, mais pour nous, la BD, on y va. Et à nous. Ok, bon, bah très bien. Et c'est amusant parce qu'ils ont juste des problèmes pour la traduction. Parce que la maison d'édition est à Lisbonne et elle était gênée parce qu'il y a beaucoup de passages avec des gros mots et tout ça. Il me disait les gens du Nord ils vont adorer. Et j'ai dit ah bon. Mais par contre les gens de Lisbonne ils sont un peu plus délicats sur les gros mots et tout ça. J'ai dit, mais et en fait j'ai découvert que même des fois sur le langage, alors que pour moi bon tu traduis quoi. Et non mais c'était drôle et le titre aussi. Ouais. Ils ont travaillé sur le titre parce qu'ils ont marqué les ouches portugais. Parce que pour eux, c'était important. Parce que le titre que j'ai choisi, en fait, les Portugais, c'est parce que quand il y avait quelque chose d'assez c'est fou, c'est-à-dire que moi, quand j'entendais mes parents parler et quand même j'entendais les gens leur parler, c'était on va prendre les Espagnols, les Portugais, les Arabes, les Noirs, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'identité. C'était Ouais. et voilà, et en fait, ces gens qui venaient d'un pays, mon père Mario Afonso, ma mère Maria de Freitas, elle est arrivée, elle était la portugaise, et mon père c'était le portugais. Et donc ce truc-là, ça m'a beaucoup travaillé, et donc la maison d'édition au Portugal a décidé justement d'utiliser ça, parce que eux aussi, quand les immigrés revenaient, c'était les Portugais. Les Portugais, mais en français, ils disaient « Ah, les Portugais !» avec un accent. Et je disais ah, c'est amusant ce truc-là. Et donc voilà. Mais encore une fois, c'est plein de choses qu'on m'a nourri. Hein, voilà, moi, je suis juste que comment on peut dire, l'entonnoir. Dans la Ouais. famille, si je peux me permettre, Oui. qui est portugaise, Ouais. quand ceux qui sont partis en Allemagne, par exemple, Ouais. quand ils revenaient, on les appelait les Américains. Ah Ils revenaient avec des grosses voitures. Oui. Que ceux qui étaient restés, d'accord. étaient restés pauvres, modestes. D'accord. Ceux qui ont émigré en Allemagne, et donc c'était les Américains. Ah, les Américains. Bon, bah, voilà. Et les Américains, on les appelait les Allemands. Ah non, ouais. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait pas mal de rencontres en Belgique. Et l'immigration belge, elle est différente de la française. C'est-à-dire que là-bas, ils étaient embauchés pour aller dans les mines. Et en fait, ils me racontaient que dans les années 60, il y a des gens qui, on va dire, c'était pas une immigration française, c'était une immigration choisie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des grèves des Italiens. Donc les Portugais étaient venus. C'est ça. Ah là là. Ouais. Sauf qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. C'est-à-dire que la PID, c'est une sorte de Gestapo, je ne sais pas comment l'appeler autrement, au Portugal. C'était quoi la police politique, ouais. Mais il y a un côté encore plus négatif que politique. C'était vraiment horrible. Et ben, il s'était mis dans la tête que les gens qui étaient partis en Belgique, bah, c'était pour faire des trucs pas terribles. Donc quand les gens revenaient avec plein d'argent, bah, ils en profitaient pour prendre leurs sous. Donc les gens étaient condamnés de retourner là-bas, etc. Donc c'était une immigration encore différente que celle en France. Enfin pour mes parents, pour moi, mon père, c'était surtout pour fuir tout ce qui était guerre des colonies. Et voilà. Bah, ici, il y a aussi une forte communauté portugaise. Hein. Moi, je ne connais pas bien. Mais pourquoi les Portugais se sont installés... pourquoi ils sont venus vers Bourges ? Comment ? Michelin, c'est ça. C'est les usines Mais Michelin. c'était dans quelle année ? C'était avec... Les années 60. 60 aussi ? Ouais. Mais
Mais ce qui est dingue, c'est que moi j'ai entendu une histoire d'un ami qui va réaliser un film sur tout ce qui était Congo-belge, sur l'histoire du caoutchouc justement, au moment où ils ont développé les pneus. Et donc il y a une sorte de truc. Bah oui. Ça dépend des régions. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a des régions où c'était des Portugais déjà installés, Ouais. qui s'étaient enrichis, qui avaient des entreprises, entre autres dans le bâtiment, qui faisaient venir Ouais. leurs compatriotes. Ah, moi, je sais que mon père est surtout ce qu'il a beaucoup construit, c'est des stades. Il a beaucoup fait travailler autour des stades, autour de Paris. Parc des Princes, ou je ne veux pas dire de bêtises. Et après les immeubles, évidemment. Tout ce qui Ouais, était- C'est-à-dire que ce qui était amusant, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'ils quittaient les bidonvilles pour habiter dans les immeubles qu'ils avaient construits. Et après, en fait, ils suivaient les immeubles qu'ils construisaient. Et, ouais. Et oui, alors après, effectivement. Non, je voulais juste une petite anecdote. L'histoire du calendrier. Parce que... L'histoire du calendrier, c'est une vraie histoire. Oui, je m'en doutais. Ouais. Parce que... C'est en fait, il faut pas oublier que c'était des jeunes quand même, et que justement pour se motiver entre eux, ils disaient ah les petites françaises, ah les petites françaises. Et c'était une façon de. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était une façon de se motiver pour dire ah, ça va être super. En plus, il y aura des jolies petites françaises et puis elles sont pas farouches et machin. Et il y a le copain il y a le copain de mon père. Un des copains de mon père, j'arrive plus à retrouver mes mots, qui en fait avait trouvé un calendrier et ils ont tous tripé sur le calendrier. Ils étaient tous là, ah les Françaises, elles sont comme ça et tout ça. Et non, en fait. Donc le calendrier était beaucoup plus impressionnant Oui, c'est que sûr. la vérité. Quand ils Le sont arrivés, Paris coquin. ils se sont dit, ah c'est ça Paris, les bidonvilles et tout ça. Et donc voilà quoi. Et le Moulin Rouge et tout ça. Donc ils ont, c'est le fantasme Ouais, c'est ça. de l'Eldorado. De la belle parisienne. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on le retrouve, enfin, il y a l'autre personnage, Ouais, c'est ça. Nel, en fait, qui, lui, n'existe pas. Enfin, Alors, Nel il est clairement inventé parce que ses défauts, ses qualités, tout ce qu'il est, en fin de compte, ça me permettait de raconter des histoires et les choix qu'aurait pu faire mon père et qu'il n'a pas fait. Oui. C'est-à-dire, mon père aurait pu partir dans quelque chose de plus illégal, etc. Mais il a toujours été droit et le fait de... Mais il s'est posé les questions parce que, évidemment, il me l'a sous-entendu et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'il y ait le côté négatif, mais qu'il soit aussi le côté positif. C'est-à-dire que Nel est beaucoup plus ouvert d'esprit. Beaucoup plus ouvert d'esprit vis-à-vis des Noirs et des Maghrébins. Oui. et moi, j'ai vécu des choses étant gamin où le traumatisme... Alors, il n'y a pas d'excuse, encore une fois, je ne suis pas là pour excuser, mais le traumatisme de la guerre en colonie était horrible. C'est-à-dire, moi, j'ai des oncles qui m'ont raconté, et quand ils sont arrivés, on lui a dit, c'est simple, tout ce qui n'est pas blanc, tu tues. Et j'ai fait, ah ouais, et donc ça m'a glacé le sang, et donc ce traumatisme-là, etc., j'ai retrouvé au sein même de ma famille des gens qui étaient racistes, etc., et ça me gênait. Ça me gênait, et si tu veux, le truc, à un moment, on était dans un truc où parfois, oui, mais bon, c'est pas si grave. Mais moi, je trouvais ça super grave. Et si tu veux, il y a ce conflit de génération, même avec mon père, où à un moment, j'ai essayé de lui expliquer si c'est grave. Et c'est-à-dire qu'il il m'a fait grandir et je pense que je l'ai aidé à grandir aussi, tu vois. Et dans cette histoire, j'ai essayé aussi de confronter ça à tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il lui dit bah, elle n'est pas belle, etc. Mais si, elle est magnifique et tout ça. Parce qu'il s'arrêtait à la couleur de la peau. Ouais. Oui, Et c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai essayé de raconter aussi. Parce que je pense que tout n'est pas définitif. On peut se retrouver dans une situation où on est bête, on est débile, on est absurde, juste parce qu'on ne va pas à rencontrer les autres. On ne va pas les connaître. Et je pense que ça, c'est la leçon que m'ont donné mes parents. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de tout laisser et pour avancer, pour découvrir, etc. Et voilà, j'ai voulu le raconter comme ça aussi, quoi. Et Nel, oui, c'est encore une fois, c'est le petit diable, le diablotin de mon père. Quoi. Voilà. Et ah oui, alors il y a autre chose aussi, le calendrier, tout ça. Il y avait, bon alors je spoil un peu la fin, mais en même temps, alors j'allais dire c'est une anecdote, mais non. L'hôpital. Ouais, l'hôpital et les blagues. Bah, moi, quand j'étais petit, je pense que vous aussi, les blagues sur les Portugais, on en a entendu beaucoup.
Et moi, ça me choquait. Quand j'étais petit, ça me choquait. Je disais, mais c'est pas drôle et tout ça. Et mon père, il rigolait tout le temps. Il rigolait, il rigolait. Il dit, mais si, c'est rigolo. Je lui dis, mais papa, c'est pas drôle, c'est méchant. Il fait, mais non. Et je lui dis, mais pourquoi toi, tu rigoles et pourquoi ça te choque pas? Parce qu'il me dit, bah parce que c'est pas vrai. Et je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc lui, il trouvait que les blagues étaient marrantes parce que de toute façon, ce qu'on disait, c'était pas vrai. Donc c'était de la fiction. Et je crois que mon goût pour les histoires est venu de ça aussi. C'est de dire, les histoires, si elles sont bien racontées, elles peuvent être drôles. Sauf que... Enfin là, elle est pas drôle quand même. Hein. bah non, je vous sais la bien, lis. mais moi, mon père, ça l'a fait... même aujourd'hui, continue à rigoler. Ah ouais. Et donc, moi, je trouve je trouve que c'est très fort de se dire, mais on s'en fiche, ça. C'est qu'une histoire. C'est qu'une histoire. Tu sais comment on fait pour deviner le futur métier d'un bébé portugais? C'est simple, tu le balances contre le mur. Voilà, ça vous connaissez. S'il reste collé, il sera maçon. S'il tombe, il sera carreleur. Voilà. Ah ouais, bah oui. Bon, Et quand on est Voilà. petit, on voit que cette violence, d'être projeté contre un mur. Mm. Alors que moi, je voyais mon père rigoler. Et j'étais là, je dis, mais c'est quand même bizarre, quoi, que tu rigoles de ça. Et il me dit, bah, c'est pas vrai. Je dis, bah oui, mais bon. Mais est-ce que vous avez... Parce qu'en fait, je repensais à... J'avais rencontré Baru, là, il n'y a pas longtemps, pour Vulberry. Et lui, il parlait beaucoup, enfin, c'est toute son œuvre est bâtie là-dessus, sur cette espèce de ségrégation qu'il a vécue en tant que fils d'Italien. Bon, il est plus âgé, hein. Mais et c'est vrai que ça l'a profondément marqué. Il me dit, j'étais toujours catalogué comme le fils d'immigrés italiens et j'arrivais pas à m'en sortir. En même temps, il y avait un entre-soi. Et est-ce que toi, t'as pâti de ça? Est-ce que... Ouais, moi j'ai fait un gros rejet à un moment. Ouais, j'ai fait Ouais. un gros rejet, mais aussi bien d'un côté que comme de l'autre. Parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, c'était beaucoup plus doux que ce qu'a vécu ma sœur, ce qu'ont vécu mes cousins, mes cousines. Parce que tu te rends compte à un moment, tu te dis, mais en fait, bah, j'ai pas le choix. Tu vois, moi, j'adorais bosser sur les chantiers avec mon père, j'ai toujours été manuel, j'adorais ça. Mais le fait de ne pas avoir le choix, ça me dérangeait. Tu vois. Et c'était terrible parce que même mes parents eux-mêmes étaient dans cette logique-là. Ils disaient, de toute façon, tu travailles pas bien à l'école, tu vas faire le même métier de merde que moi, etc. Et moi, je leur disais, mais c'est pas nul comme taf. Si, c'est nul, etc. Parce que, voilà. Et moi, c'est ce truc-là qui était difficile. Et puis à un moment, j'ai fait un rejet aussi parce que j'en avais marre que ça soit que portugais, que machin, etc. Donc j'ai fait un rejet. Et c'est aussi une façon pour moi de me réconcilier avec tout ça que d'avoir écrit cette histoire. Voilà. Mais j'ai découvert que ma sœur, par contre, a beaucoup souffert à l'école parce que c'était la portugaise, la poilue, elle était poilue, etc. Pas de bol, mon père et ma mère sont imberbes, ils n'ont pas un poil. Ma mère est blonde aux yeux bleus. Donc on n'était pas du tout dans les clichés en plus. Donc c'était terrible ce truc-là. Mais il y a énormément de gens qui sont venus m'en parler aussi, d'avoir souffert de ça. Et en fait, cette souffrance, elle est due aussi au fait que qu'il y avait une forme de transmission de tout ce qui était un peu une soumission, quoi. Tu vois, un héritage faut pas faire de bruit, faut pas déranger, faut faire ci. Ma mère, elle disait des trucs mais surréalistes, mais je lui dis mais non, mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Genre, il fallait que je mette des chaussettes propres parce que si j'avais un accident, que les pompiers me ramenaient à la maison, pourquoi ils allaient voir que j'étais dégueulasse, etc. Ben voilà, tu vois. Et c'est terrible ce truc parce qu'en fin de compte, tu te remets dans un truc où naturellement, tu dois tout le temps t'excuser. Et c'est terrible, tu dois tout le temps t'excuser. C'est générationnel, Et, c'est pas que portugais, ça. Mais oui, mais tu vois, regarde, mais moi je peux pas le savoir. Non, mais il y a aussi cette volonté de... Ouais. Et tu vois, moi je pense De pas que être comme voyant. en plus j'ai choisi des directions différentes, tout ce qui était art, etc. Et que par principe je devais tout envoyer chier, engueuler tout le monde et pas être content et d'être en colère pour être dans la création, enfin des trucs d'ado quoi. Et ben forcément, si tu veux, je me suis un peu protégé de ça. Et ma sœur, elle, qui était en plein dedans, bah, elle a subi tout ça de front et mes cousins et mes cousines ont subi ça. Et ce truc de s'excuser tout le temps, de pas pouvoir juste pas avoir de choix en fait.
t'es condamné à faire ça, t'es dans le carcan, t'es machin, et puis il faut pas faire de bruit, et puis machin, et truc. Il y a ça dans le film La Cage Dorée. Oui, bah, Il y a ouais, un passage comme ça où Ouais. justement, ouais, question de ça, de s'excuser. c'est ça. Et Et sa Rub- mère, pourquoi tu t'excuses toujours? Ouais, c'est ça. Mais Ruben, le réalisateur, en fait, ce qui lui a permis de s'ouvrir aussi, c'est les rencontres qu'il a faites. Et moi, c'est pareil, c'est mes profs d'art, c'est les rencontres de. Moi, je me suis retrouvé dans des milieux où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Et parce que je ne pensais pas un jour y avoir droit. Et surtout, en fait, dernièrement, on m'a posé une question par rapport au milieu du cinéma, où pourquoi c'était pas plus racisé. Pourquoi il n'y avait pas plus de représentation de noirs ou d'arabes, etc. Et c'est la vérité, hein. Moi, dans mon secteur, il n'y en a pas du tout. Et je pense que c'est culturel, parce qu'il y a des préoccupations plus importantes que de faire du cinéma. Les gens considèrent que le cinéma, l'art, c'est pas un travail, c'est secondaire, c'est s'amuser en fait. Et que le travail, ça doit être dur, ça doit être sérieux, on doit souffrir, etc. Le labeur, c'est quelque chose qui doit être difficile. Et ça alors tu vas me sûrement dire que c'est dans plusieurs familles, mais je trouve que chez les Portugais, c'est quelque chose de très, très puissant. Et je crois que ça vient aussi de la dictature, ça vient de ce qu'ils ont subi, ça vient de tout ça. C'est-à-dire que moi, mes parents, je les ai toujours trouvés hyper sérieux. Je trouve qu'ils ont des attitudes d'adolescents aujourd'hui quand ils ont plus de 70 ans que quand ils étaient parents. Moi, aujourd'hui, ils font des dingueries, ils font des trucs de débiles, hein, vraiment. Moi, je leur dis, mais vous êtes fous de faire des choses pareilles. Genre, le premier jour des confinements, ils décident, non, quelques semaines avant, ils décident d'acheter une maison sur un coup de tête, etc. Ouais, on s'en fiche et machin. Mais je dis, mais vous êtes devenus fous. Mais des trucs d'enfants, quoi, complètement. Et c'est amusant, ça, tu vois. Et je pense que, malgré tout, le fait de. Je suis pas le seul à le dire, hein, quand même, Non. dans la communauté portugaise, mais je pense que, encore une fois, je parle de ce que j'ai l'impression de connaître, hein. Parce que je suis sûr que dans d'autres. Mais effectivement, Diaspora, enfin voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'avais des amis algériens et il fallait surtout être très discret, ne pas faire de bêtises, Ouais. ne pas se montrer. Ouais, Bah voilà, donc c'est ça, il faut pas déranger. faut pas déranger. Moi, c'est dingue, j'allais voir mes copains. Ma mère disait non, mais tu vas les déranger. Mais c'est le principe, quoi. C'est le principe. Je vais les déranger pour Oui. qu'on se dérange ensemble. Voilà. Et c'est marrant. Alors qu'aujourd'hui, moi, je trouve que la génération de mes enfants, bon, là, Ouais. ils sont juste fiers d'avoir des origines portugaises parce que quand il y a du foot et qu'ils gagnent, ils sont juste fiers parce que la cuisine, il y a des trucs qu'ils aiment manger et que c'est super bon. Et voilà, et c'est chouette. C'est chouette. Moi j'aime cette idée que tout se mélange, etc. Mais il faut pas oublier. Ouais, c'était Comment quand dire. même important pour la transmission. Je de faire pense, ça. ouais. Je pense, ouais. Et puis si en plus ça a permis à d'autres d'ouvrir et de leur donner envie continuer à raconter, c'est Mm. bien. C'est chouette. Donc il y a une prochaine BD en Alors, préparation. j'essaye. C'est dur les éditeurs, hein, parce que ils sont débordés, ils ont 10 000 projets et tout ça. Et puis ça prend du temps. Oui, oui, oui. Mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Puis j'ai un autre projet que j'aimerais beaucoup parler des banlieues, justement, Mm. où j'ai grandi, dans les cités, où tout le monde se mélangeait. Et on a oublié que c'était je veux dire, il y avait tellement d'énergie. Mm. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré le père d'un copain qui m'a donné le goût à l'art contemporain, à la peinture. Moi, j'aimais la peinture avant d'aimer la musique. Et c'est grâce à ces rencontres que j'ai faites dans les cités. Et je pense que quand on est extérieur à ça, elles sont effrayantes, mais quand on y est, on peut se rendre compte qu'il y a une richesse incroyable. Le fait de se mélanger, c'est une richesse incroyable. Le fait d'avoir plusieurs cultures, c'est une richesse incroyable. Donc si je peux, à mon petit niveau, aider à faire comprendre ça, c'est cool. C'est bien. Voilà. Et juste ah bah oui, mais si à la fin, non, je dis pas. Mais c'est l'infirmière qui a proposé le nom en français. Ah oui, ça c'est une vraie anecdote. Ah ouais, Parce que mes d'accord. parents voulaient m'appeler Oliverio. Et d'ailleurs, je m'appelle Oliverio en portugais. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les gens disaient non, mais attendez, il faut lui donner un nom français parce que ce sera plus facile en France d'avoir un nom français. Ouais. Et en fait, je m'appelle Olivier parce que l'infirmière lui a proposé Ouais. à mes parents de s'appeler Olivier parce qu'elle a réussi à les convaincre que ça serait mieux pour moi, pour ma vie, dans ma vie, etc. Ils ont dit, ouais, bon, en même temps, Olivier, c'est joli, donc on donne le prénom d'Olivier. Voilà. Et il y a une histoire qui n'est pas racontée dans le livre, c'est qu'en fait, ma mère, je l'ai renommée Eva Ouais.
parce que sa mère, donc ma grand-mère, voulait l'appeler Eva, mais mon grand-père, au moment d'aller la déclarer, il a rencontré plein de copains sur la route, il a bu quelques coups et il a oublié le prénom de sa fille. Donc il a demandé à la dame de l'accueil comment elle s'appelait, et la dame lui a dit, je m'appelle Concesson, Maria da Concesson, c'est Marie de la Conception. Il a dit, ok, mettez ça. Et donc j'ai voulu redonner le vrai prénom que voulait donner ma grand-mère à ma mère dans la BD, pour que les gens puissent connaître ma mère avec son vrai prénom qui est Eva. Ah, super. Donc on a un truc avec les prénoms dans la famille, je sais pas. Visiblement, c'est les autres qui nous les donnent. C'est chouette. Donc voilà. Alors, oui, alors je voulais juste reparler d'Aurélien qui n'est pas là ce soir, c'est dommage. C'est un feignant. Tu restes à Rennes, c'est chouette. Il était invité, parce que j'aime beaucoup aussi le travail graphique. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille aussi pour ce genre de revue. Alors, je ne sais pas s'il travaille encore, mais moi, j'avais vu des non, choses. parce qu'il est sur d'autres BD, là. Ah oui, il est sur d'autres BD. J'ai réussi à le convaincre de se lancer dans d'autres aventures. Ah ouais, donc il va y avoir des choses. Ouais. D'accord, parce que j'aime beaucoup le dessin aussi. Donc, voilà. C'est très beau, c'est très graphique. Ouais. Si j'aime bien. Moi. Ouais, et puis il y a aussi un beau mouvement. C'est nerveux, c'est dynamique. C'est dynamique. C'est-à-dire que ce qui est difficile en dessin, c'est de raconter ce dynamisme avec des images figées. Ouais. Et je trouve que... Mais on sent bien parce qu'il y a énormément de traits. Enfin, voilà. Traits, pardon. Ouais. Et quand il court, même au début... Il prend souvent des feutres qui ne marchent pas bien pour faire ses traits. C'est pour ça que ça marche bien. C'est vrai ? Ouais, il abîme ses feutres exprès pour faire des petits détails comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez cinématographique quand même. Voilà. Bon, très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, messieurs, dames. Oui, moi j'en ai une. Ah. Est-ce que vos enfants parlent portugais ? Alors... Ça, c'est. Je vais vous donner la réponse et forcément, vous allez me gronder. Ils ne parlent pas portugais, mais c'est pas faute d'avoir essayé. C'est parce qu'en fin de compte, je pense qu'il y a un moment pour apprendre. Et on dit souvent, oui, il faut qu'ils apprennent super jeunes parce que c'est plus facile. Oui, mais eux, ils s'en fichent que ça soit plus facile ou pas. Je pense qu'il faut qu'ils aient envie. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que j'ai mon fils aîné à 21 ans et il fait de la musique. Il est au conservatoire à Paris. Et il revient un jour, il fait du jazz, et il me dit ouais, j'ai pris un cours de musique brésilienne. J'ai dit musique brésilienne, mais ça va être toujours tchoum 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 tchoum, tu vas t'ennuyer. Il fait ouais, mais ça va me permettre d'apprendre à parler portugais. Je dis bon, bah voilà, c'est le moment. La langue, c'est quelque chose d'important. Et du coup... Mais moi, je pense que on a. En fait, moi, je pense que ça vient de mon côté artistique. On oublie que c'est toute une vie qu'on peut apprendre, que c'est jamais trop tard. Et je pense qu'il y a toujours des moments où on a envie. Et là, je sens que mon fils aîné a envie, et le plus jeune, qui a 18, on commence à avoir envie aussi. Mais c'est marrant parce que c'est pas juste pour des raisons de communication, d'héritage, etc. C'est juste qu'à mon avis, ça sonne à leurs oreilles, et qu'ils se disent oh, c'est sympa quand même de parler le portugais et tout ça. Il y a quelque chose des racines quand même. Bah, est-ce que c'est pas dans nos gènes ? Mes enfants reprochent à leur père de ne pas leur avoir. Oui, c'est facile de... Mais par contre, quand ils vont au Portugal, ils reviennent en disant mais en fait, on peut rien faire parce que c'est Ouais. la langue. Ouais, mais c'est toujours facile de reprocher à un autre un travail qu'on n'a pas fait. C'est ce que je dis à mes fils. Je dis, je t'ai pas appris parce que t'as pas voulu apprendre. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que j'ai souvent... ça fait très longtemps que je parle pas portugais. Parce que la BD, je relisais, ça sortit en 2022 et je crois que la dernière fois qu'on a fait des dédicaces au Portugal, c'était vraiment début 2023. Et la langue, il faut la pratiquer, etc. Et moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec des Espagnols. Et comme je suis bilingue espagnol, et ben, je parle beaucoup espagnol. Donc, je fais une sorte de portugnol, quoi. C'est un humoriste, José Cruz, qui dit qu'il y a du frantuguais. Moi, je fais du portugnol. Et enfin, voilà. Mais la langue, c'est quelque chose de sublime pour ça. C'est-à-dire qu'on réinvente continuellement, etc., etc. Mais je pense qu'il y a des moments, vraiment. Moi, j'ai fait un blocage avec l'anglais, par exemple. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Au Salto, justement. Ben oui, ouais. Et où il dit mon pays, c'est ma langue, en fait. Mais oui, je pense que... C'est-à-dire quand on voit les comédiens être là en train de, comme Jean-Claude Van Damme qui dit ouais comment tu dis, et ils se parlent en anglais, etc.
Mais je pense qu'il ne fait pas semblant. C'est que moi, je sais qu'il y a des fois, quand je travaille à l'étranger, etc., je commence à réfléchir dans la langue. Par exemple, la fois, quand je parle avec des Espagnols, je commence à réfléchir en espagnol. Donc, en fait, c'est vraiment un mécanisme et je pense qu'ils sont forts, les gens qui arrivent à passer d'une langue à l'autre, parce que c'est un vrai travail et je pense qu'il y a vraiment cette envie qui doit exister. Et quand on oblige nos enfants, bah, vous êtes aussi bien placé que moi. Quand on leur parle petit, parfois ils Oui, acquièrent mais, la langue oui, mais, directement, même si vous parlez portugais? Non, enfin si je le comprends, oui. Oui, mais vous le parlez pas. Je le pratique. Quand vous parlez avec votre avec les mari, enfants. si vous parlez avec Non, votre mari, vous parlez pas français. portugais. Non. Voilà. Ouais. Et en fait, parler tout seul, Oui, c'est dur. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai appris à parler portugais parce que me parlaient portugais. Ils parlaient portugais entre eux, et machin, et tout, et voilà. Et c'est moi qui leur ai appris à parler français. Parce que moi, je parlais français quand j'ai commencé à aller à l'école. Mais donc on peut parler à son enfant dans une autre langue. Ouais. C'est si l'autre conjoint ne comprend Ouais. pas ce que l'autre Oui, parle, et puis, sinon on parle c'est petit. quand même basique. Hein. T'as mangé, tu t'es lavé les dents, ça va être toujours les mêmes phrases. Hein. Mais avoir une discussion, c'est dur. Mais par contre, il y a quelque chose qui reste dans l'oreille. Même si on ne comprend pas, il y a quelque chose qui reste dans l'oreille. Parce que moi, je vois mes fils, la prononciation, elle est meilleure que la mienne. Parce qu'ils l'ont dans l'oreille, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps avec leurs Les grands-parents. grands-parents, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, alors que mes parents parlent français. Maintenant, même des fois, ma mère dit à mon père, mais pourquoi tu parles portugais? Alors, on parle français. Ma belle-mère parlait toujours Ouais, portugais, ouais. y compris à moi, et je ne comprenais pas tout ce qu'elle me disait, Ouais. mais c'était intéressant. Et en revanche, quand elle est morte, Ouais. en fait, moi, ce qui m'a, outre la peine, c'était le fait Bien de sûr. me dire, mais qui va me parler portugais maintenant? Mais oui, mais j'entends. Mais, C'était vraiment, parce que ma femme le parle, ouais. mais pas forcément moi. Mais après, il y a des super tutos maintenant, Oui, je des sais. super applications. Oui, c'est vrai. Ma femme a appris à parler portugais comme ça avec une Il y a des application. cours. À Bourges, il y a des cours aussi. Et elle parle un portugais littéraire incroyable. Alors moi, des fois, elle me dit des mots, je dis, je comprends pas ce que tu dis. Ça. Bah oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai essayé de prendre des cours de portugais et je demandais à mon mari de l'aide et il se foutait de moi. Et du coup, ça Mais se les comprend. prononciations, moi, mes parents, même encore aujourd'hui, mes parents, ils se chambrent parce qu'ils prononcent pas de la même façon. Et les V et les B et machin, et ça se dit comme ci, ça se dit comme ça. Dernièrement, j'ai demandé, il y avait je me rappelle plus c'était quoi, c'était un objet, j'ai dit mais comment ça s'appelle? Ils étaient pas d'accord entre eux. J'ai dit, puis j'ai été obligé d'aller sur le net et ils avaient raison tous les deux. Sauf que bah, ça existe, les deux existent, sauf que on dit bien une ouincingue dans une serpillière, voilà, ouais. Et on dit des chicons, des endives, voilà. Chocolatine. Pas chocolat. Le grand débat sur Déjà, la chocolatine. Déjà, c'est compliqué. Mais il y a une autre BD justement que Mais il y en a j'aime plusieurs, beaucoup, hein. de Pedrosa. Ouais, mais Pedrosa, c'est ce qu'il disait. Ouais. Il dit comme moi par rapport on nous a appris la soumission. Il le dit clairement. Ouais. Lui, il est encore plus dur que moi. Et il y a le passage sur la langue. Ouais. Et moi, Le j'ai Portugal. beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Quand il retourne au Portugal et que Mais la clairement. vieille dame qui l'accueille Ouais. lui parle portugais. Mais il parle pas en plus. Il hein. parle pas. Ouais, Il ouais. parle pas. Mhm. Et à la fin, il découvre en fait qu'elle parle très bien français. Mais oui. Mais ouais. Et il renoue avec la langue comme ça. Mhm. C'est un beau passage. Oui, il est très dur. On m'avait raconté là-bas, le problème, c'est que maintenant les Portugais parlent. Il y a rien qui est traduit. Il n'y a pas de. Comment on dit de doublage. De merci. doublage, ouais. Il n'y a pas de doublage, tout est sous-titré. Depuis toujours, hein, parce qu'il y avait eu un référendum, je crois qu'on m'avait dit ça, où les Portugais avaient décidé que ça allait être sous-titré. Et maintenant, la génération, les jeunes, ils parlent super bien anglais, ils parlent tous anglais, etc. Et ben, à un moment, il y a une inquiétude quand même, que les gens partent travailler ailleurs et qu'ils oublient la langue et que la langue finisse par disparaître. Parce qu'en plus, il y a des touristes partout au Portugal, c'est impressionnant. Et il y a ce truc de dire, mais attendez, au bout d'un moment, c'est cool hein, que tout le monde puisse communiquer, mais il ne faut pas oublier quand même, ce serait dommage quoi. On Oui, regarde un la petit langue. peu, même si elle est parlée dans plein de pays. Ouais. Ouais, je trouve ça amusant comme vanne. Est-ce qu'il y a un courant d'auteurs de BD portugais? Parce qu'à la médiathèque, on voit, il y a beaucoup de. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs italiens. Oui. On trouve tout un courant italien. Au Portugal, j'ai pas encore. Alors, Espagnol aussi. Alors les beaucoup. Portugais, moi en fait par rapport à cette BD, en fait j'en ai rencontré plusieurs. Il y a, et c'est des thèmes plus, parce qu'il y en a qui sont pas du tout portugais, comme sur un air de fado. Barral. Ah oui, Barral, ouais. Barral, ouais. C'est sa femme, je crois, qui est portugaise.
Et je crois qu'il en fait un autre en plus. Un autre Pessoa, qui est magnifique aussi. Voilà. Il y a Pereira Prétend, non c'est ouais. Voilà, je crois qu'il a des origines portugaises, mais voilà. Il y a une jeune dessinatrice qui vient de sortir une BD qui est super chouette aussi, mais sur le rapport aux parents, tout ça. Il faudrait que je retrouve le nom. J'essaierai de retrouver ça si vous voulez. Mais en fait, si on cherche, on trouve des petites choses et on ne savait même pas que ça existait. Parce que souvent, des petites maisons d'édition avec des éditeurs qui n'ont pas vraiment cru au truc parce qu'ils pensaient que c'était niche et qui fait qu'il faut les chercher, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison d'édition qui a cru à fond et voilà. Il y a Pedrosa qui a fait le Portugal, qui a un très beau livre et puis qui dessine super bien. Voilà. Je sais pas, oui. Ah oui, peut-être une question sur la soumission. Ouais. Alors, étant fils d'immigrés portugais, c'est quelque chose que je partage complètement. Vous pensez que c'est propre aux Portugais de France ou on a parlé des Portugais de Belgique par exemple, ils ont ce même apprentissage de la soumission ou pas? Je sais pas trop parce que en fin de compte, j'ai pas vécu assez longtemps, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait des attitudes différentes, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Et j'ai même trouvé, je vais vous dire à un moment, qu'il y avait une sorte de rivalité entre la Belgique, les Suisses. Les Suisses ont un côté très les couillons, ils sont venus en France alors qu'en Suisse on se fait plus de thunes. Moi, je l'ai entendu, ça m'a fait rire. Et en Belgique, il y a un truc du genre de dire ah non, nous, on est des Portugais de Belgique, on n'est pas des Portugais de France. Mais je pense que c'est dû aussi au fait d'avoir une petite rivalité belgo-française. Parce que moi, je tourne beaucoup en Belgique et il y a un truc parfois qui les irrite, c'est qu'on sous-entende que les Belges, c'est des Français en moins bien. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc il y a peut-être ça qui joue, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que ça dépend des familles et je pense que les familles se passent le mot, hein. En France, c'est parce que, en fin de compte, à chaque fois que je dis ça, les gens disent ah oui. C'est-à-dire, je pense qu'au bout d'un moment, c'est du mimétisme entre chaque famille. Il fallait pas faire de bruit, il fallait pas de. Puis il y a aussi la politique où quelque part on flattait le bon immigré portugais. J'ai rencontré un professeur en université au Portugal qui étudie vachement ça, l'image que le Portugal renvoyait à la France et l'image que les immigrés portugais envoyaient au Portugal. Et il y avait ce truc d'immigré parfait. C'est de bon immigré qui fait pas de bruit, qui bosse et qui ferme sa bouche. Et donc ça, quelque part, ça flattait aussi. Parce qu'on nous récompensait. Et les gens qui sortaient de la dictature, ils étaient là-dedans. Parce que c'était une dictature religieuse qui était hyper dure, hyper si on lit, moi j'ai lu quelques petits trucs de la politique de Saint-Lazare. C'était vraiment, les Portugal ne doit pas faire de bruit, doit être un bon pays qui respecte les lois, qui respecte. Lui-même était dans un délire de soumission. Le peuple devait être soumis, quoi. C'est quelque chose, c'est une histoire très personnelle. Mais, dans la famille, on a eu des immigrés dans tous les continents. Venezuela, Amérique, Canada, Asie. Et c'est vrai que la soumission est très très chez les Français, enfin les Portugais français. Et les Portugais, quand ils immigrent au Venezuela ou au Canada, ils sont pas du tout dans cette posture-là. Donc, je sais pas si en France, il n'y a pas ce truc-là du bon c'est possible. immigré, quoi. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, ouais. C'est d'autant un petit peu contradictoire parce que les Portugais ont un peu été les pionniers pour coloniser un petit peu le monde. Et donc, alors, c'est vraiment le côté soumission qui est mis en avant. Alors, je pense qu'il y a eu un virage au moment où est arrivé le dictateur, quoi. Mais c'est clair que c'est souvent les gens m'en parlent de ça. On dit quand même, ils sont allés partout, ils ont ces conquêtes partout sur la planète, hyper fiers, hyper audacieux, quoi. Donc c'est la période mais complètement. migratoire en fait. Ouais. Pas du tout ça. Et puis il a vu la taille du pays en plus. Hein. Et à un moment, il y a eu un truc qui a complètement basculé, quoi. Ouais. Alors après. Le travail que vous avez fait sur la BD, est-ce que vous diriez que l'immigration portugaise avait quelque chose de particulier par rapport aux autres en fait? Bah, mis à part ce côté, moi je trouve qu'on dit souvent des Portugais que c'est des bons immigrés parce qu'ils font pas de bruit. Et à contrario, je me dis mais c'est quoi un mauvais immigré alors? Ils sont travailleurs.
Oui, ils sont travailleurs, etc. Ils font pas de bruit. Pourtant, moi, j'ai fait des fêtes portugaises, ils en font du bruit. Hein. Mais, mais je sais pas. Après, c'est difficile de parler pour tout le monde, quoi. Moi, je vois avec mes copains, quand on était tous dans une salle, issus d'immigration différentes, bah, je voyais pas la différence, moi, en fait. Je pense que les médias ont eu leur part de responsabilité là-dedans, mais depuis le début, hein. Parce que j'ai revu des émissions où ils sont même pas, les journalistes sont même pas fichus d'écrire les noms correctement. C'est-à-dire que moi, on m'appelle souvent Alfonso, alors que Alfonso, c'est espagnol. Mais on m'expliquait, oui, mais c'est plus facile. Oui, mais c'est pas mon nom. Voilà. Et pourtant, ça donne plus de travail, il faut rajouter un L. Donc, mais ouais, je pense que, encore une fois, je peux parler que ce que moi j'ai vécu. Hein. Je sais que cette sensation d'être un bon élève, qui fait pas de bruit, qui respecte bien les règles, etc. C'est peut-être ce que j'ai vécu, mais je veux pas terminer dans une note négative, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester vigilant et être solidaire et tous soudés. Et moi, je dis souvent que moi, la France m'a permis de... Les choix qu'ont fait mes parents m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être fier d'avoir fait des études, m'a permis de faire des études supérieures, d'avoir accès à des choses improbables, et de faire un travail incroyable, d'avoir visité énormément de monde. Et c'est grâce aux choix qu'ont fait mes parents, le courage qu'ils ont eu de rester, de se battre, de travailler, et grâce à la France qui m'a permis d'avoir tout ça. Et c'est dommage aujourd'hui que ça soit pas valorisé, quoi. Qu'on oublie que bah, on travaille tous, on est tous dans la même galère, quoi. On est tous ensemble, même. et voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il a fallu arriver, je pense, à la deuxième, voire troisième génération de Portugais immigrés pour être fiers d'être Portugais, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Moi, je pense que dans le fond, ils le sont. Les Portugais sont fiers d'être Portugais. Je pense qu'ils le sont. Parce qu'il y a des trucs cool, hein, quand même. Les Portugais, c'est quand même une nation super sympa. Les gens sont sympas. Moi, j'ai remarqué une vraie différence des Portugais qui vivent en France et les Portugais qui vivent au Portugal. Parce que les Portugais qui vivent au Portugal, bah, le pays il a avancé. Hein. Le pays a continué. Hein. Ils ont avancé, ils ont découvert plein de choses, etc. Comme nous, hein, la vie, elle continue. Mais les Portugais qui sont arrivés en France, il y en a beaucoup qui sont restés avec une petite mentalité de l'époque où ils sont arrivés. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour certaines personnes. Et cette différence, elle est un petit peu notable et qu'on ne sent plus aujourd'hui avec les nouvelles générations. Parce que voilà. Et moi, je sais que des fois, je reprends mes parents sur des détails, je leur dis, vous êtes sérieux? Ça fait 40 ans que vous êtes ici, c'est quoi l'idée là? C'est fini, hein. Moi, j'ai rencontré des gens quand même incroyables, hein, qui sont venus me voir pour me dire à quel point la dictature de Saint-Lazare, c'est extraordinaire. Il y a quand même des gens qui sont venus me dire ça, hein, quand même. Il y a des gens qui sont... il y a une personne, j'ai eu qu'une personne qui m'a écrit une lettre d'insulte parce que des trucs horribles, etc. Et parce qu'il ne fallait pas salir l'image des Portugais, etc. Que les Portugais... Mais je pense que si on prenait des Espagnols, des Italiens, il y a ça partout. Votre père est retourné au Portugal pendant la dictature ou pas? Pas du tout. Du tout. Non, il est retourné voir sa mère. Je crois. Alors, je sais pourquoi, parce que la fin de la dictature des Ayas, c'est 74, et moi je suis dans 75, donc vous imaginez la raison pourquoi il est pas retourné. Il n'est pas retourné là-bas, et en fait il est venu, il est retourné pour me présenter à sa maman. Voilà. Elle n'a pas vécu longtemps malheureusement, Quand mais il est retourné, il n'a pas entendu dire que les Portugais qui fuyaient le Portugal étaient des renégats, enfin des traîtres. Il a entendu ça parce que moi je l'ai entendu de ma grand-mère. En fait, même aujourd'hui, il l'entend, hein, parce qu'il y a encore des gens, hein, qui disent ça. Mon père, en fin de compte, en fait, la décision, elle a été prise par ma grand-mère. Parce que mon père, il allait à la guerre. Il allait y aller, hein, parce que ses frères l'avaient fait. Et donc, en fait, c'est sa mère qui l'a obligé à partir. Mais il y avait ce truc assez dingue, hein, quand même. Il fallait y aller. Les gens revenaient. Il y a eu énorme... Parce que ça, pareil, hein, c'est un truc qu'on ne parle jamais, mais il y a énormément de gens qui sont mutilés de cette période. Et moi, j'ai des oncles qui sont devenus fous, en fait. J'ai un oncle
finit dans un hôpital psychiatrique, etc. Mais il y avait l'honneur, il fallait que ce soit l'honneur, c'est le pire des virus, quoi. C'est terrible. Et ça, ce truc de... Et alors, moi je sais que j'ai tout entendu, hein. Les traîtres, les bourgeois, les Américains, les machins, les prétentieux, tout ça, on avait tout, hein, tu vois. Mais parce que les gens, la période, elle était dure quand même pour les Portugais de l'après-guerre, l'après-dictature, lapsus. L'après-dictature était dure pour les gens. Le Portugal a eu des périodes difficiles. Et donc quand les gens arrivaient avec... et puis il y a des gens, des immigrés portugais, c'était pas très malin, ils arrivaient avec leurs grosses voitures. Mais en même temps, il fallait des grosses voitures pour faire la route. Donc tout ça a contribué à fabriquer des gens qui ont eu du mal à se comprendre et qui aujourd'hui se comprennent un peu mieux. Mais Je crois que les Portugais, enfin, ceux qui ont par exemple pour pas faire la guerre, ou ouais. ou le service militaire, Ouais. ils pouvaient pas retourner. Bah s'ils se retournaient, ils finissaient en prison. Ouais, c'est ça, parce que nous, on a un copain, il Ouais. n'est jamais retourné. Moi, j'ai un oncle qui s'est fait choper et qu'on a envoyé en colonie. Il s'est sauvé, mais il m'a jamais vraiment raconté comment il a fait, mais je sais même pas comment il a fait pour revenir. Mais je sais même pas, parce qu'il était en Angola. Je crois que c'était Angola, Ouais. ou je sais plus. Enfin, je sais plus, parce qu'il y en a eu Mozambique, plusieurs. Hein. ouais. Mozambique, Angola. Mozambique. Peut-être Mozambique, parce que je suis pas sûr que ça soit. Mais comment il a fait, j'en sais rien. Je sais même pas comment il a fait. Et ouais. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est bizarre d'être devant vous à raconter des choses que d'autres ont vécues, quoi. Moi, je suis né dans une banlieue. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est plus à vous de nous raconter des histoires. Moi, je suis sûr que vous en avez plein à raconter. Et vous aussi, et vous aussi. Et tout le monde a plein de choses à raconter. Est-ce que vous avez discuté de l'immigration portugaise avec des Portugais du Portugal qui n'ont pas connu? Alors ça, c'est hyper drôle. Il y a des gens, ça n'existe pas pour eux. C'est terrible, ça n'existe pas. C'est même pas un sujet. C'est pas leur problème. Mais c'est même pas, ils ont même pas de rancœur. Ils ont même pas. C'est un non-sujet. C'est marrant. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont personne dans leur famille qui ont bougé. Mais c'est souvent des gens qui avaient beaucoup d'argent, hein, quand même. Parce qu'il y a des gens à Lisbonne qui avaient beaucoup d'argent. Ouais. Moi, j'ai pu le faire une ou deux fois et ils pensent qu'en fait, de ces courants d'immigration, les gens qui sont partis, en fait, c'était des illettrés plus, et donc ils prenaient ces vagues-là un petit peu d'eau. Ben voilà. Et voilà, nous, on a pu évoluer. Mais quand vous regardez la carte, l'immigration la plus importante, c'est le Nord. Ouais. C'est le Nord. Et c'était les gens qui étaient plus en galère. Hein. Moi, mon éditrice vient d'une famille très bourgeoise de Lisbonne. Et elle a conscience de tout ça parce que ça l'intéressait tout ça. Et elle m'a dit, mais à aucun moment, ils ont été inquiétés. Hein. Ils avaient des biens monstrueux, etc. Et ils n'étaient pas forcément sympathisants du gouvernement, etc. C'est juste que c'était des gens qui n'avaient pas de soucis à se faire parce qu'ils étaient fortunés, quoi. Et vous voyez, il est déjà en train de réfléchir à plein d'histoires. Non, moi j'ai une histoire particulière, donc ça Ah, bah oui. rien à voir. Mais vous avez des histoires. Oui. J'avais une question tout à l'heure, vous disiez que vous aviez eu du mal à faire parler votre père. Et comment vous avez fait pour transmettre vos images, les images que vous aviez du Portugal, de toute cette saga, à votre dessinateur? Alors, moi, en fait, je suis quelqu'un de l'image. L'image est venue avant les mots. Je suis dyslexique, une puissance phénoménale. D'ailleurs, je trouve ça très drôle d'être devenu auteur. Comme quoi, tout est possible. Et en fait, j'arrive vraiment à... Moi, ce que je dis souvent, c'est que je n'écris pas, je décris. Et donc, j'arrive à décrire. Parce que je pense que le fait d'être très... C'est pour ça, des fois, je bloque sur des mots, je suis très dyslexique. Ça me permet d'être très attentif et de voir des détails et de décrire parfaitement ce que j'ai vu, etc. Et en fait, j'ai un truc, je sais pas, j'ai l'impression que des fois d'être un peu comme une éponge. Quand on me raconte, j'arrive à vraiment comprendre ce qu'on me raconte. Comme les gens qui font des portraits, les portraits robots dans les commissariats. Et donc, je pense que j'ai été nourri de ça, des sensations, des odeurs, etc. Et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu vois, ce blanc, c'est plus ça, et puis, il y a eu des échanges, des allers-retours. Et c'est un échange des échanges autour des sensations, en fait.
Comme quand on dit qu'une couleur est chaude, une couleur est froide, etc. C'est-à-dire que quand on me parle, je disais, tu vois, moi j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Mais en fait, il a fallu vraiment, quand je vous explique, en fait, je suis en train de me rendre compte aussi d'anecdotes où il a fallu vraiment que je reprenne tout de zéro. C'est-à-dire que pour moi, quand il dessinait un morceau de pain, je lui dis, bah non, un pain portugais, c'est pas ça, c'est pas ça, ça a plus une forme comme ça. Le vin, c'est ce qu'on appelle le garrafon, c'est une forme différente. Le jambon, c'est encore une forme différente, etc. Donc les moindres petits détails, il a fallu les chercher pour que je lui explique, et je lui ai envoyé des images aussi. Par exemple, pour la marmelade, le fromage, que je lui montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est toute la partie alimentaire. Et après, pour tout ce qui était bidonville, on a encore une fois été voir les petites images qu'il y a sur Internet. Et après, moi, j'ai posé des questions pour demander c'était quoi les vêtements, les textiles, les couleurs, les textures. Et je décrivais, en fait, avec mes mots. Et comme, encore une fois, on est des gens d'images, je pense qu'on on se comprend, quoi. Voilà. La saudade, elle a une couleur particulière pour vous? La saudade? Ouais. Je sais pas, mais c'est hyper dur à expliquer. Parce que moi, la saudade, c'est plein de trucs. Ça peut être positif, négatif, agréable, désagréable. C'est de la musique. C'est une grosse mélancolie des racines, Mais c'est pas de la mélancolie. Hein. Mais ouais, mais en même temps, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a un truc. Ouais, c'est bizarre, quoi. Quand je faisais de la peinture, parce que j'ai fait de la peinture, j'ai exposé beaucoup, etc. J'utilisais vachement ce que je ressentais autour de ça. Parce qu'il y a qui sont des corridas, mais qui sont pas vraiment des corridas, à cheval, avec des chevaux, etc., où on guide les taureaux et on n'exécute pas. Et je me souviens avoir vu des images et des sensations. Et bizarrement, pour moi, c'était ça le Portugal. Le rouge, les chevaux, l'animal, le poil du taureau, la terre qu'on soulève, la chaleur. Et tout ça, pour moi, c'était le Portugal, quoi. Et je sais que cette saudade, quand j'arrive au Portugal, il y a ce truc qui nous prend, ou qui nous donne à la fois envie de pleurer, mais d'être heureux. C'est super bizarre à décrire, quoi. Si je devais le décrire en dessin, je dirais c'est du rouge, mais qui n'est pas rouge. Débrouille-toi avec ça. Exactement, tu te débrouilles, mon pote. Non, c'est dur. Hein. Saudade, je crois que c'est le seul truc que je sais pas expliquer. C'est le prochain tableau à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses encore à faire, c'est bien. Et donc là, le film, il est en... C'est en discussion. C'est en discussion. Oui, c'est ça. Oui, mais je passe par des discussions lunaires. Hein. C'est genre des gens qui disent oui, mais qui parlent de chiffres. Ils parlent de chiffres. Ils disent oui, mais machin. Et puis moi, je sors des chiffres. Et je dis, mais tu sais combien il y a de Portugais en France? Des gens d'immigration? Vas-y, calcule. Regarde sur Internet. Tu sais qu'il y a plus de Portugais dans le monde qu'au Portugal même? Vas-y, regarde sur Internet. Tu sais, je lui donne, voilà. Tu sais que la cage dorée, ça a fait 1 million d'entrées? Alors? Puis à chaque fois, il dit, oui, mais bon, machin. Tu sais. Je dis, ok. Mais voilà. Moi, je m'attendais pas à faire tout ça. Donc, pourquoi pas, hein. C'est bon signe en général quand je m'y attends pas. Oui. C'est une super question. Parce que moi, c'est quelque chose que je regrette énormément. C'est pas avoir pu développer beaucoup plus la partie féminine dans l'histoire. Parce qu'il a fallu faire un choix. Et que je pouvais pas faire une BD. On m'a interdit de faire une BD de 400-500 pages. On m'a dit mais non, mais n'importe quoi. Et que je voulais pas faire une suite, une saga. Ouais. Je veux pas le portugais 1, 2, 3, c'est pas les tuches, quoi. Je respecte les tuches, hein. Mais c'est pas les tuches. D'ailleurs, souvent des gens me disaient le titre, ça faisait penser au Bidochon, etc. Ils pensaient que c'était un livre à blagues, parce que pour eux, on peut pas faire autre chose que des blagues sur le sujet des Portugais. C'est marrant, hein. Pour eux, c'était obligatoirement une comédie à base de blagues, genre les Bidochons, un truc comme ça. J'ai trouvé ça super amusant en fait de se rendre compte qu'en fin de compte,
le portugais, c'est quelqu'un qui doit faire des blagues, qui doit amuser. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme vision. Et donc ma maman, dans le scénario que j'avais écrit, il y a autant, l'équilibre est parfait quoi, entre mon père et ma mère. Et surtout, les femmes vivaient des choses complètement différentes. Et moi, justement, l'histoire que j'ai écrite et que j'essaye de faire là, c'est inspiré de cette dame que j'ai rencontrée, de mon éditrice et de ma mère, qui parle de la vie d'une femme à l'époque de la dictature au Portugal. C'est-à-dire qu'une femme qui venait d'épouser un homme au moment de la dictature, son rôle c'était quoi? C'était d'être une mère de famille, la femme de cet homme et future mère des enfants qui devait entretenir la ferme, si elle avait une ferme, etc., le foyer, etc. Et je me suis dit, mais si cet homme est appelé et qu'il décide d'aller à la guerre, et s'il meurt, qu'est-ce que cette femme va devenir? Et donc à partir de ça, j'ai commencé à écrire cette histoire autour des femmes, etc. Et il y a un truc très fort au Portugal que moi, dans ma famille, j'ai beaucoup entendu, c'est les brujas. Les brujas, c'est les sorcières. Les sorcières, c'est des guérisseuses. Et quoi que plus féministe qu'une sorcière. Et pourtant, elles étaient rejetées. Pourquoi? Parce que c'était des femmes sans hommes. Mais c'était des femmes sans hommes, mais pour quelle raison? Les gens ne savaient pas. Et tout ça m'a dit, il y a quand même une richesse incroyable, une histoire incroyable à raconter. Et les brujas, vous choisissez, que ce soit en Espagne, en Italie, dans tous les pays du monde, il y a des brujas. Et les brujas, c'est quoi? C'est des femmes qui ont décidé de ne pas vivre avec des hommes et pourtant d'aider les autres. Parce que c'était des soigneuses, en fait. Et ma grand-mère était une bruja. Et donc voilà. Je veux raconter cette histoire parce que j'ai cette frustration de ne pas l'avoir racontée suffisamment dans ma BD. Et c'est très bien d'être féministe. Hein. J'assume. Et ben vous faites bien. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Le titre, c'était Le jour où j'ai sauvé ma mère. Mais... Non, c'est pas les Espagnols le titre? Non. Le titre, ouais, c'est Le jour où j'ai sauvé ma mère. Parce que c'est aussi, je raconte le choix, justement, pourquoi certaines personnes ont été obligées à quitter le pays alors qu'ils ne voulaient pas le quitter. Il y a des gens qui ont été obligés de le quitter pour différentes raisons. Et cette histoire, ça raconte ça aussi. Voilà. Je vous ai spoilé les trucs et qui ça se trouve jamais se faire, mais bon. Oui, ouais. Et puis je vais rappeler mon éditeur pour lui dire alors on fait quoi? Voilà, il y a d'autres questions? Oui. Vous dites Bruges. Oui. Moi j'ai toujours appris Bruges. Ah bah voilà. C'est marrant. Mais vous venez d'où? Vous avez vécu au Portugal? Moi je viens du Maroc. Ah. Bah vous avez le droit aussi. Hein. Mes grands-parents et mes parents étaient originaires du Algarve. Ah oui, du sud. Ah, voilà, il y a une différence dans la prononciation. Voilà. Ouais. Alors moi je sais que les G, les Ch, les B, les V, oh là là. Oh là là, oui. Voilà. Ma mère, pour que je lui explique que ça s'écrit VB mais qu'elle prononçait B, elle dit mais c'est pareil. Je dis non, regarde, ça s'écrit V, toi tu dis B. C'est pareil. C'est ce que je dis. Je dis bah non. Bah, si vous voulez, on peut effectivement, il y a une petite séance de dédicace si vous le souhaitez. Acheter effectivement les Portugais et Olivier sera ravi de les dédicacer. Voilà. Ah, bah, il y a déjà des